Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Digital Law Series numéro 15. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelques nouvelles en rapport avec le RGPD, comme les fois précédentes, avec Yann Kling et moi-même. Nous sommes donc associés au sein d'Altus et nous avons le plaisir de pouvoir passer une heure avec vous cet après-midi afin de vous tenir à jour de toutes les nouvelles essentielles qui sont passées en Belgique et en Europe au cours des 2-3 derniers mois, afin que vous soyez sûr de ne rien rater de ce qui est vraiment important à savoir pour votre organisation. Alors, le programme d'aujourd'hui, comme vous le voyez, il est bien chargé. Tout d'abord, on va parler de deux initiatives ou développements plutôt législatifs. D'une part, on va aborder ce nouveau projet de règlement publié par la Commission européenne très récemment, qui s'appelle le Data Act. Alors, c'est encore un nouveau projet de règlement différent d'autres règlements qui ont déjà été annoncés récemment. Décidément, la Commission européenne n'est pas en reste. Et on va ensuite vous parler de quelques derniers développements en Belgique, plus particulièrement par rapport à la réforme de la loi portant création de l'autorité de protection des données, qui va vraisemblablement avoir lieu très prochainement. Ensuite, après ça, on va vous faire un petit résumé des dernières décisions les plus intéressantes pour votre pratique qui ont été prises par les cours et tribunaux belges ainsi que l'autorité de protection des données belge, en ce compris un spécial et un petit focus sur la fameuse décision IAB qui a été rendue par l'autorité de protection, ainsi que la décision Benalla qui, pour sa part, concernait une question de réutilisation de données publiques. Alors ensuite, on va vous parler des dernières guidelines qui ont été publiées par l'EDPB en matière de droit d'accès. C'est évidemment une problématique qui nous touche tous parce que voilà, toute compagnie, toute organisation peut être confrontée à un moment ou à un autre avec une telle demande d'accès. Et on terminera ensuite par une petite sélection de nouvelles RGPD à ne pas louper qui viennent d'ailleurs en Europe. On commence tout de suite avec ce dernier projet de Data Act publié par la Commission européenne. Bien, qu'est-ce que c'est? Remettons ça un peu dans son contexte original. Vous le savez, la Commission européenne a des plans et des projets très innovants et ambitieux en matière de digitalisation de notre société. Et un de ces projets touche à sa stratégie européenne en matière de données. L'Union européenne et la Commission veulent vraiment que l'UE soit un leader en matière de société et que celle-ci soit bien gouvernée et profite de tous les effets et potentiels qui sont possibles grâce aux données. Et elle veut notamment créer un marché singulier pour la libre circulation de ces données. Alors évidemment, le potentiel ici, il est très important. Par exemple, de 2018 à 2025, il a été calculé que le volume de données augmenterait de l'ordre de 530%, ce qui est évidemment énorme. Et tout ce volume et ces circulations de données et les flots économiques que ça entraîne passeraient d'environ 300 milliards d'euros en 2018 à 800 milliards d'euros en 2025. Donc l'intérêt est très grand. Alors, comment ça a été encadré par l'Union européenne? On le sait, 2016, GDPR. Ensuite, en 2018, un règlement sur la libre circulation des données qui vise vraiment à enlever les obstacles de manière générale, mais pour les données non personnelles, et donc à faciliter globalement l'accès à ces données, notamment plutôt par les autorités. En 2020, peut-être êtes-vous au courant, il y a eu un nouveau projet de règlement de data governance. Celui-ci n'est pas encore d'application, il est pour le moment encore en négociation entre le Parlement et le Conseil européen qui ont eu un accord à ce sujet fin 2021. Et ça, c'est plutôt un règlement qui vise à assurer le partage de données par les institutions publiques, données qui initialement ne sont pas spécialement destinées à être utilisées autrement, mais qui peuvent quand même avoir un intérêt pour le public. Donc ça inclut des données à caractère personnel et ça vise aussi globalement à favoriser le partage des données. Et maintenant, 2 ans plus tard, donc vous remarquerez le timing, 2016, 2018, 2020, 2022, on en arrive à un nouveau projet de Data Act. Ici, qu'est-ce qu'il vise à faire ce projet? Il vise à harmoniser, donc par le biais d'un règlement directement applicable, les règles européennes en matière d'accès et d'utilisation légitime, équitable de données au sein de l'Union européenne. Globalement, ça vise à faire en sorte que les personnes qui génèrent des données ou grâce auxquelles des données sont générées puissent quand même avoir
dans une certaine mesure, un accès et un contrôle sur ces données et puissent en profiter au travers des usages innovatifs. Alors, quel est maintenant le champ d'application qui est projeté pour ce règlement? Il est très large. Alors, il vise éventuellement tant les données à caractère personnel que les données non personnelles. Il tend à s'appliquer à des produits et services qui génèrent des données. Donc ici, on ne va pas rentrer déjà dans le détail des définitions, mais en gros, ça vise à concerner les données qui sont générées par des outils connectés, par des produits connectés. Ensuite, quels sont les acteurs concernés par ce règlement? Ce seront d'une part les utilisateurs, les personnes qui conservent des données et les personnes qui reçoivent des données. Ici, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'utilisateur, donc la personne qui génère des données, eh bien, pourra tant être une personne physique qu'une personne morale, et sera potentiellement également tant une personne poursuivant des buts privés que des buts commerciaux. Et donc, ici, quant à elles, les personnes qui recevront les données seront toutes les entreprises qui mettent en place des produits et des services, qui les commercialisent, et les personnes qui les reçoivent, éventuellement d'autres personnes à qui elles sont transférées. Et pour être un peu plus complet, ce règlement s'appliquera avant tout aux services et produits qui sont mis en place par des exportateurs ou bien des fournisseurs de services au sein de l'Union européenne pour des utilisateurs qui les utilisent au sein de l'Union européenne. Ça concernera également les destinataires de certaines données ici concernées qui se trouvent au sein de l'Union européenne. Et ce qui est intéressant à noter, évidemment, comme vous vous en doutez, c'est que ce règlement sera aussi très concerné et potentiellement un peu à mettre en œuvre de manière similaire avec le RGPD et d'autres réglementaires de vie privée. Ce nouveau projet de règlement s'appliquera sans préjudice de ceci, bien sûr. À noter également, pour ce qui est du champ d'application, qu'il y aura des exemptions pour les obligations et droits que je vais aborder juste après, pour les micro et petites entreprises. Alors concrètement, qu'est-ce que ce règlement prévoit? Eh bien, il prévoit que les utilisateurs de données, d'objets connectés qui génèrent des données pour différentes entreprises devront pouvoir avoir l'accès aux données qu'ils génèrent eux-mêmes. Donc ça peut consister à un accès direct, ou bien potentiellement, si c'est un peu trop compliqué, à une possibilité de mise à disposition sur demande. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez innovant dans la mesure où ça peut aussi concerner des données à caractère non personnel. En plus de ça, chaque entreprise qui tombe sous le champ d'application du règlement devra fournir une information très large par rapport aux données qui seront générées par les utilisateurs, et elle devra également permettre le partage des données créées par un utilisateur aux souhaits des utilisateurs avec des parties tierces. Alors, le deuxième point important de ce règlement projeté, c'est qu'il y aura des nouvelles règles pour éviter l'abus de non-balance et plutôt de déséquilibre en matière contractuelle. Ça concernera plutôt les SMIs ici, et donc il y aura des clauses qui ne seront plus permises en matière contractuelle dans le cadre de contrats qui concerneront les utilisateurs qui créent des données pour des entreprises et les entreprises qui génèrent ces données via les utilisateurs. Il y aura certaines obligations de mettre en place des contrats à l'aune du règlement, et des clauses s'appliqueront, des règles s'appliqueront pour ne pas que certaines clauses soient utilisées alors qu'elles sont potentiellement abusives. Ensuite, un troisième champ de règles concernera la possibilité pour les autorités publiques d'accéder plus largement et sur simple requête à différents types de données, à nouveau potentiellement des données à caractère personnel et non personnel, en matière d'urgence publique, ou bien si ça est justifié par une tâche d'intérêt public qui est balisée dans la loi. Et enfin, le quatrième champ de règles qui sera mis en place par ce règlement, ce sont des mesures qui permettront aux utilisateurs de services cloud qui permettent des traitements de données facilités, donc c'est assez spécifique, eh bien, ces utilisateurs devront avoir la possibilité de switcher, de changer de fournisseur de services de traitement de données relativement facilement. L'objectif étant ici, à nouveau, de supprimer les obstacles commerciaux et techniques pour favoriser l'utilisation des données à caractère personnel. Donc, comme vous le voyez, c'est tout de même 4 corps de règles qui sont assez nouveaux, qui devraient entraîner pas mal de discussions à l'avenir. Pour le moment, le projet de règlement se trouve
dans les mains du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen, on peut s'attendre quand même à pas mal d'amendements et à des discussions, notamment sur la question de savoir quels sont plus précisément les types de données qui seront soumises aux obligations que je viens d'aborder, parce que pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait clair. Une fois que ces discussions auront abouti, il y aura un vote en séance plénière et l'application éventuelle de ce règlement. Donc, même si ces obligations sont très innovantes, on ne devrait pas devoir y faire face ou s'y conformer vraisemblablement avant 2024. Néanmoins, même si ce sera seulement en 2024, bien, vous doutez que l'impact d'un tel règlement en pratique sera très important et devra nécessiter l'adaptation de pas mal de processus internes pour bon nombre d'entreprises et également peut-être l'engagement de nouvelles personnes pour avoir une expertise en la matière. On pense notamment aux systèmes qui devront permettre directement l'envoi ou la mise à disposition de grandes masses de données. Ce sera quand même techniquement compliqué. Ensuite, l'application concrète de ce règlement sera complexe du point de vue de toutes les autres législations déjà applicables pour le moment et qui seront également à être appliquées alors en 2024. On pense au projet de règlement en matière d'intelligence artificielle, projet de règlement en matière de services et de marchés digitaux. Le champ législatif de l'Union européenne se complexifie et ce sera certainement quelque chose à prendre en compte dans le cadre de ce règlement. Ensuite, et c'est à noter, le règlement prévoit des sanctions pour le cas où les obligations ne seraient pas respectées. Celles-ci devront être déterminées par les États membres. Néanmoins, pour différents groupes d'obligations, il y aura des amendes administratives similaires à celles que prévoit le RGPD qui pourront être imposées, notamment par les autorités de protection des données qui seront compétentes pour la mise en œuvre de règlement en ce qui concerne les données à caractère personnel. Alors maintenant, je vais vous parler d'autre chose, du nouveau projet de réforme de la loi portant création de l'autorité de protection des données de 2017. Eh bien, dans quel cadre, dans quel contexte intervient ce projet de réforme? Vous savez peut-être que sur base de la loi du 30 juillet 2018 sur la protection des données à caractère personnel en Belgique, eh bien, il y a une évaluation obligatoire de cette loi tous les 3 ans. Faites le compte, on y est. Donc, le secrétaire d'État, Mathieu Michel, a fait un rapport très détaillé qui originellement était du coup destiné à adresser les éventuels problèmes de la loi du 30 juillet 2018, mais petit à petit, le champ de ce rapport a été un peu élargi, notamment au vu des différents problèmes de gouvernance et de suspicion de conflits d'intérêts qui avaient lieu au sein de l'autorité de protection des données. Du coup, ce projet de modification a été publié sur base du rapport de M. Michel, prenant en compte un certain nombre de modifications qui pourraient avoir un impact pratique assez important, et suite à quoi M. Robben a annoncé sa démission de l'autorité de protection des données, alors que certaines des dispositions de la loi modificative visait relativement à encadrer les problèmes qu'avait justement suscité la présence de M. Robben au sein de l'autorité de protection des données. Alors, même si le départ de M. Robben a, par voie de conséquence, un peu empêché, ou du moins mis fin aux potentielles procédures que la Commission européenne voulait diligenter à l'égard de la Belgique concernant l'indépendance de l'autorité de protection des données, le projet de réforme est toujours là et il envisage 3 points importants. Je vais lister ici. D'une part, c'est de renforcer le fonctionnement de l'autorité, d'améliorer son indépendance, d'assurer son indépendance et de la rendre plus pragmatique. Donc ça a été mis en œuvre dans un long projet qui n'est pas encore public, mais qui a été soumis pour avis à différentes institutions, notamment l'autorité de protection des données, qui, le 8 mars 2022, a remis un avis très critique sur ce projet de loi. En fait, on se rend compte que plusieurs des points que le projet de loi visait précisément à adresser ou à améliorer, eh bien, sont considérés comme l'autorité, comme justement étant mis en danger par le projet de loi. C'est assez intéressant à constater. Et quels sont les points problématiques pour l'autorité dans l'avis qu'elle a rendu? Le premier, bien, c'est, comme elle l'a déjà relevé à pas mal de reprises, c'est que l'autorité manque vraiment de beaucoup de moyens, tant financiers que personnels, pour assurer l'exécution de ses missions. Ensuite, en ce qui concerne les risques pour ce qui est de son indépendance, elle note qu'en l'état, le projet de loi
comporte des dispositions qui la soumettraient un petit peu plus au contrôle du Parlement, qui ferait en sorte qu'elle aurait moins de marge de manœuvre pour ce qui est de la gestion de ses membres, ce qui pourrait, selon elle, justement mener à des problèmes d'indépendance, alors que le projet, comme j'ai indiqué, tendait à y remédier. L'autorité note également des risques de paralysie au sein du comité de direction qui serait soumis vraisemblablement sur base du projet à des procédures et des systèmes de fonctionnement trop complexes qui pourraient amener à l'impossibilité de prendre des décisions à certains moments. Des critiques sont également émises par rapport au nouveau service qui serait créé, le service d'autorisation et d'opinion. C'est un service en fait qui viserait à reprendre les missions du centre de connaissances qu'on connaît maintenant et d'autres missions du secrétariat général, ainsi que d'autres missions d'autorisation préalable de traitement de données. Alors, l'autorité critique ça. Il faut savoir que les autorisations préalables concerneraient des traitements de données menés par les autorités publiques et également des possibilités d'avoir accès à des métadonnées de communication liées à des systèmes de localisation. L'autorité dit que, d'une part, elle n'a pas les moyens pour traiter de telles autorisations, qu'ensuite, ce serait peut-être mieux de soumettre ces autorisations à des critères légaux plus précis et qu'il n'est pas évalué dans le projet l'opportunité concrète de créer ce nouveau système d'autorisation. On verra ce qu'il en est, mais ça pourrait tout de même, si c'était en l'état adopté, mener à de nouvelles pratiques intéressantes de la part de l'autorité. Ensuite, l'autorité note qu'il y a un certain affaiblissement des procédures légales existantes. En fait, le projet de loi en l'état tendrait apparemment à enlever pas mal de dispositions législatives qui encadrent actuellement les procédures, notamment devant la Chambre contentieuse, alors que selon l'autorité, il faudrait justement renforcer et rendre ces balises légales plus nombreuses, notamment en matière d'emploi des langues devant les instances de l'autorité et de traitement des plaintes. Actuellement, l'autorité reçoit beaucoup de plaintes et elle est d'avis qu'il faudrait un petit peu restreindre ou du moins rendre les conditions d'acceptation et de recevabilité des plaintes plus strictes. Et tout ça mène, selon l'autorité, à potentiellement un risque d'obéissance anticipée auprès de la Chambre, qui n'est peut-être pas le but escompté au final par le projet de loi. On verra évidemment ce qu'il en sera. Si toutes les critiques de l'autorité seront prises en compte dans une éventuelle future version du projet, néanmoins, on peut s'attendre à de nombreuses discussions. Et maintenant, l'état actuel des choses, c'est que le projet de loi est soumis à l'avis du Conseil d'État et ira ensuite près de la Chambre pour un vote dans quelques mois. Voilà. Alors, abordons maintenant les dernières décisions les plus intéressantes des cours et tribunaux belges ainsi que de l'autorité de protection des données. La première dont je vais vous parler, c'est une décision de la Cour de cassation belge qui date d'avril 2021, donc elle n'est plus tout à fait récente, mais elle a été publiée seulement récemment, raison pourquoi on vous en parle maintenant. Alors, cette décision de la Cour de cassation, elle concerne une affaire d'articles de presse qui date de 2014. Ces articles de presse incluaient un article et une photo concernant un chanteur très connu qui marchait à New York avec sa partenaire, après un concert. Évidemment, c'était peut-être un peu invasif d'un point de vue privée à leurs yeux, ce sur base de quoi ils ont demandé d'arrêter la publication de cet article et même des dommages et intérêts. Leur principale raison était ici une atteinte injustifiée à leur vie privée. En degré d'appel, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas d'atteinte à la vie privée pour de nombreuses raisons, qui touchaient notamment et principalement au fait que la liberté d'expression des médias et d'information des personnes qui étaient amenées à consulter l'article devait primer sur la vie privée des concernés. La Cour d'appel a notamment jugé de cela en se basant sur la très grande notoriété du chanteur et également du fait que sa styliste personnelle et compagne avait également acquis une certaine notoriété de par sa position de styliste personnelle, que leurs relations en fait étaient déjà connues, qu'il avait eu des révélations passées qui avaient en quelque sorte fait entrer les deux personnes dans le champ de la vie publique, qui avait même entraîné un certain intérêt du public à avoir des informations sur eux et que, en conséquence, voilà, il fallait considérer que l'intérêt du public était suffisant.
Ici, ce qui était critiqué par les deux concernés, c'est que la Cour d'appel n'aurait pas vraiment respecté les critères légaux pour en arriver à cette conclusion. Il faut savoir que quand deux droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée et le droit à la liberté d'information entrent en conflit, il faut oui, que on mette en balance ceci et que l'un des droits qu'on veut favoriser répondent à une nécessité sociale suffisamment légitime. Ici, ce n'était peut-être pas le cas selon eux, mais la Cour de cassation a indiqué que c'était bien le cas, notamment car la Cour d'appel avait jugé que l'article en question contribuait, même si pas beaucoup, il contribuait un petit peu à un débat d'intérêt public. Selon la Cour de cassation, même si cet intérêt est limité, même s'il est spécifique à un certain domaine de notoriété, à un certain public et à une certaine finalité de divertissement, cela suffit pour que potentiellement la liberté d'expression doive être favorisée. Tout ceci est intéressant dans le cadre de publication d'articles, de nouvelles, de news en ligne dans lesquelles vous pourriez penser à identifier directement des personnes. Prenez bien en compte le fait que vous devez potentiellement pouvoir justifier cette identification sur base de l'intérêt du public. Ensuite, maintenant, je vais aborder une décision qui a fait beaucoup de bruit déjà il y a 2 mois, qui est la décision de l'autorité de protection dans l'affaire Benalla. L'affaire Benalla, eh bien, elle touche à ce cas en France que dont vous avez sans doute entendu parler, d'une usurpation du titre de policier durant une manifestation de M. Benalla. Elle avait créé la controverse, notamment parce que M. Benalla était un collaborateur du président français. Et suite à tout ce débat, à toute cette controverse, certaines entités ont commencé à analyser les débats qui se passaient en ligne sur cette affaire, et notamment l'association belge European Union Disinfo Lab, qui a analysé énormément de tweets sur le sujet et de comptes Twitter, avec pour objectif d'identifier les éventuelles origines politiques des auteurs des tweets. Alors, ce qui a créé ici le problème, c'est le fait que il y a beaucoup de données concernant ces utilisateurs qui ont été publiées dans une base de données avec identification des personnes et des données très sensibles. Ensuite, le rapport a été publié en ligne et contenait également des liens vers d'autres bases de données avec de nombreuses données, à nouveau non anonymisées. Les personnes concernées ont porté plainte auprès des autorités belges et françaises, ce qui a mené à la procédure. Concrètement, l'autorité dans cette affaire a d'abord examiné qui étaient les contrôleurs, les responsables du traitement au sens du RGPD, pour voir sur qui pesaient les obligations. Elle a indiqué que pour ce qui est de la rédaction de l'étude, c'était l'association et l'un des contributeurs volontaires de celle-ci. Ensuite, pour ce qui était de la publication des bases de données au sein du rapport, c'était l'association. Et pour ce qui était de la publication de données préalablement à la publication du rapport, le contributeur volontaire qui avait publié ces données à sa propre initiative. Ici, le point de base, le début du raisonnement, touche au fait que les données à caractère personnel, même quand elles sont librement disponibles en ligne, donc des tweets, des infos sur des comptes Twitter, elles restent des données à caractère personnel. Leur traitement est constitutif d'un traitement ultérieur au sens du RGPD, ce qui implique que pour un tel traitement ultérieur et une nouvelle finalité que ce traitement implique, il faut qu'il y ait une analyse de compatibilité entre les deux finalités. Dans ce cas, l'autorité a jugé que vraisemblablement les personnes concernées ne pouvaient pas s'attendre à une étude politique si invasive. Et donc, il était nécessaire, pour justifier ce traitement, d'avoir le consentement de ces personnes ou bien une autre base légale. Alors, l'autorité a trouvé pas mal de violations concernant ces 3 traitements que je viens de vous identifier. Concernant le premier traitement, la publication de l'étude, qui était tout de même légitime aux yeux de l'autorité pour différentes raisons, elle a jugé d'abord qu'il était légitime de ne peut-être pas fournir une information aux personnes concernées par cette étude, parce que dans ce cas-là, ça aurait pu rendre l'étude difficile ou voire même impossible à réaliser. Par contre, l'autorité a indiqué que par rapport à la sécurité du traitement, eh bien, les deux responsables de traitement n'avaient pas pris assez de mesures pour s'assurer que potentiellement, par la suite, les données à caractère personnel ne soient pas divulguées ou ne soient pas divulguées de manière complètement non anonymisée. Ensuite, concernant le deuxième traitement, donc la divulgation de données à caractère personnel via des bases de données
dont l'accès était permis dans l'étude. L'autorité de protection des données a retenu 5 violations du RGPD. La première, eh bien, qui n'avait pas d'intérêt légitime à publier comme ça des données de manière si massive et sans absence de mesures pour rendre celles-ci un peu plus moins nombreuses. Elle a également jugé qu'il n'y avait pas d'intérêt public à publier ces données comme ça avait été avancé par l'association. Elle a donc jugé qu'il y avait également une violation du principe de minimisation parce qu'il y avait beaucoup trop de données qui avaient été publiées, une violation du principe de sécurité au vu de l'absence de mesures de sécurité. On aurait pu penser, par exemple, à mettre en place des mesures d'accès contrôlées ou bien de limites d'accès pour pouvoir permettre, par exemple, à certains chercheurs accéder aux bases de données, mais pas à tout le monde et pas au grand public. Il y a également une violation du principe de la protection de certaines données spéciales ou sensibles pour lesquelles aucune exception de traitement n'était invocable par l'association, alors qu'il y avait précisément des données biographiques relativement sensibles et il n'avait également pas assez d'informations fournies aux personnes concernées. Ensuite, pour ce qui est de la publication par le contributeur volontaire de la base des données, donc avant la publication de l'étude, donc ce qui a vraiment révélé l'existence de cette étude, à nouveau, similairement à ce qui a été décidé par l'autorité pour l'association, pas de base légale, violation du principe d'immunisation, sécurité, problème par rapport aux données sensibles, etc., etc. Donc pas mal de violations en l'occurrence. Qu'est-ce qui a été décidé par l'autorité? Eh bien, c'est d'imposer une réprimande à la fois à l'association et aux contributeurs volontaires, ainsi qu'une amende relativement peu élevée, vous vous en rendez compte. L'autorité a fait preuve de beaucoup de parcimonie ici. Elle a notamment repris comme critère plutôt atteignant le fait que les concernés avaient pris pas mal de mesures de conformité durant la procédure, avaient émis des excuses publiques, était une petite association, bien simplement une personne individuelle, et qu'il y avait vraiment un climat d'attaque et oui, d'agressivité par rapport aux deux concernés. Par contre, comme critère aggravant, l'autorité a retenu que c'était tout de même une violation de principe au cœur du RGPD, qu'il y avait énormément de personnes concernées, des données sensibles et quand même des risques assez conséquents pour les personnes concernées. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous a parlé de ça? Surtout pour vous rappeler que l'utilisation de données publiques, dont on pourrait croire à première vue qu'elles sont librement disponibles, doivent tout de même respecter tous les principes du RGPD, à commencer par le principe de l'article 6.4, qui est qu'il faut, en cas de traitement pour une autre finalité, mesurer si ces finalités sont bien compatibles, voir le cas échéant s'il est nécessaire d'avoir une autre base légale et si celle-ci est remplie, et éventuellement faire bien attention à l'information potentielle à fournir aux personnes concernées. Un autre point d'attention, comme vous l'aurez remarqué, c'est que la communication de grandes masses de données, de bases de données sans anonymisation, sans mesure de sécurité, est dangereuse d'un point de vue légal. Si pour une raison ou une autre, vous décidez d'y procéder, pensez bien à pseudonymiser le plus possible, à minimiser les données qui sont reprises et à y inclure des mesures de sécurité. Voilà. Alors maintenant, je vais encore rapidement aborder 2 décisions de l'autorité de protection des données. La première concernait une affaire de partage de données par le FPS Finance. Alors ici, la personne concernée était une personne qui était en couple avec une autre personne, qui était même en régime de cohabitation à l'époque du début des faits. Ils ont remis une déclaration de taxe commune en 2019, mais ensuite ils se sont séparés. Alors, évidemment, la procédure de recouvrement d'impôts a continué par le FPS Finance qui n'était pas forcément informé comme il le fallait de cette séparation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la première personne qui a porté plainte auprès de l'autorité a reçu, suite à une demande qu'elle avait faite, une acceptation d'échelonnement de paiement de ses impôts. Mais dans cette communication, il était repris le nom de son ancienne compagnon, ainsi que nouveau compagnon de cette personne, qui était très particulier parce que ça pouvait laisser à penser qu'il y avait un petit problème en termes de véracité, de correctitude des données. Ensuite, l'ancien partenaire a reçu des informations par rapport au reste à payer, ainsi que les intérêts. Donc,
évidemment, la personne qui s'est plainte devant l'APD n'était peut-être pas très contente que son ancien compagnon savait qu'elle avait des problèmes de paiement d'impôts, ce qui a sans doute mené à la plainte devant l'autorité. Ici, l'autorité a décidé que les 3 plaintes par rapport à ces 3 communications n'étaient pas fondées, bien que la première, l'acceptation du plan de paiement, comprenait des mauvaises mentions et des mauvaises données à caractère personnel, et bien que les 2 communications suivantes avaient été envoyées seulement à l'ancien partenaire. Ici, l'autorité s'est basée notamment sur le fait que, voilà, sur base de son obligation légale de recouvrement d'impôts, il était acceptable potentiellement pour le FPS Finance d'adresser ces communications de cette manière. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'en cours de procédure, la personne plaignante a adressé une requête de rectification de ces données auprès du FPS Finance, se basant notamment sur le fait qu'il devait peut-être y avoir un petit problème au sein des databases du FPNS, parce que ce n'était pas normal que la nouvelle compagnonne de son ancien partenaire était reprise à sa place dans une communication qui lui avait été envoyée. Ici, le FPS Finance a, de manière incorrecte, redirigé la personne concernée vers d'autres services, mais sans véritablement faciliter l'exercice de cette demande. En fait, la personne s'est retrouvée un peu prise au dépourvu parce qu'elle n'a pas concrètement pu exercer sa demande et n'a pas reçu suffisamment d'informations sur les raisons de cette inaction. Donc, au final, qu'est-ce qui a été décidé par l'autorité de protection des données? Un classement sensible, un classement sans suite pour ce qui est des 3 communications, mais tout de même une réprimande pour la mauvaise facilitation des droits de la personne concernée. Néanmoins, pas d'amende parce qu'il s'agit ici d'une autorité publique qui, comme vous le savez, ne sont pas soumis au risque d'amende sur base du RGPD. Alors, pourquoi on voulait vous parler de cette décision? Eh bien, par rapport au fait que il faut quand même être très vigilant au périssement et au caractère imprécis ou incorrect des données, parce que dans la mesure où celles-ci peuvent être communiquées de manière erronée à des personnes concernées, ça peut mener à différentes demandes d'exercice de droit, notamment des demandes de rectification, et ensuite à des potentiels problèmes s'il n'est pas remédié correctement à ces demandes de rectification. Et également, un point d'attention, c'est que une redirection, si une personne vous adresse une demande d'exercice de ses droits, une redirection à un autre service sans autre justification et sans aide supplémentaire est considérée par l'autorité comme une non-facilitation de l'exercice des droits. Donc, veuillez vous-même à bien rediriger directement la personne en lui indiquant l'adresse et en reprenant les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas directement adresser vous-même cette requête. À noter également, vous l'aurez peut-être remarqué, je vous ai indiqué que certaines des communications avaient été adressées seulement à la personne, à l'ancien compagnon de la personne concernée, mais donc certaines infos en matière de recouvrement des impôts n'avaient pas été adressées au plaignant en tant que tel. Ici, l'autorité a indiqué qu'elle n'était pas compétente pour juger de l'absence de cette communication qui pouvait potentiellement engendrer des problèmes d'un point de vue des principes du RGPD, parce qu'il n'y avait pas en fait eu de traitement. Sur cette base, l'autorité n'était pas compétente. C'est intéressant à noter. Dernière décision dont je vais vous parler, c'est une décision qui touchait ici à un aspect à nouveau de communication, un problème de communication, plutôt par rapport à des communications qui sont faites au nom de. Je m'explique. Qu'est-ce qui s'était passé en l'espèce? Eh bien, le plaignant, ancien employé de la partie défenderesse ici devant l'autorité, l'ancien employé avait déposé de manière illégale des déchets dans la rue avec sa voiture de société. Suite à quoi une amende a été envoyée à la société directement, vu que c'était avec la plaque de la société. Il y a eu un traitement interne, l'employé a payé. Ensuite, elle est partie, elle a quitté sa fonction au sein de l'entreprise. Malheureusement, l'entreprise n'était pas au courant de l'aboutissement et de ce paiement. Et il y a eu un petit problème au sein de l'administration qui a renvoyé une demande de paiement à la même entreprise. Évidemment, l'employé n'était plus là. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'entreprise? Elle a renvoyé cette nouvelle demande de paiement à 6 personnes, 3 personnes de la municipalité, de la commune, 3 personnes responsables, dont d'anciens supérieurs du plaignant, ainsi que la plaignante.
Cette communication comprenait la nouvelle adresse de la plaignante, sa nouvelle adresse professionnelle, son nouveau job et un projet de réponse qu'elle avait émis et fait de manière confidentielle qui comprenait un aveu, une reconnaissance de dette. Donc tout ça a été forwardé aux personnes concernées, alors que c'était vraisemblablement problématique. Ici, l'autorité a décidé qu'il y avait 4 problèmes du point de vue du RGPD. D'une part, qu'il n'y avait pas de base légale suffisante pour le transfert de la nouvelle adresse professionnelle, du nouveau titre de travail et du projet de réponse qui n'avait pas encore été envoyé. Donc, c'était un projet de réponse que la personne concernée pensait, concernant la première communication qui lui avait été faite, envoyée à l'administration, mais il était vraiment marqué comme confidentiel et l'entreprise ne pouvait pas raisonnablement savoir si ce projet avait été envoyé. Ici, ce qui a été jugé, c'est qu'il y a eu un peu une sorte de non-vigilance de la part de l'entreprise qui ne s'était pas assurée que ce projet avait bien été envoyé alors qu'il était confidentiel et incluait une reconnaissance de dette. Sur cette base notamment, eh bien, l'autorité a décidé qu'il y a eu un problème, une finalité non légitime de traitement pour ce projet, mais également une finalité non compatible de traitement pour ce qui est de l'utilisation de l'adresse email professionnelle de la personne concernée. Il y a également eu trop de données traitées et donc le principe de minimisation a été enfreint également et il y a eu une violation du principe de confidentialité dans la mesure où le projet dont je vous ai parlé a été transmis sans en protéger l'accès non autorisé. Alors, qu'est-ce qui a été décidé ici? Une simple réprimande, mais pas d'amende de la part de l'autorité pour l'entreprise, parce que l'acte n'était pas intentionnel et ne résultait pas d'un problème structurel au sens de l'entreprise. Mais pourquoi c'est important? Parce que ça montre la relative sensibilité aux yeux de l'autorité d'une pratique pourtant courante qui est les réponses faites au nom de ou le forwarding d'emails en interne ou en externe quand ceux-ci comportent des données à caractère personnel et encore plus quand ils sont envoyés à des parties tierces. Dans un tel genre de situation, il faut être très vigilant, veiller à envoyer le moins de données possible et s'assurer que la communication, d'autant plus à des personnes tierces, a lieu de manière légitime. Dans ce genre de situation, veillez toujours à communiquer d'abord avec la personne concernée pour avoir son accord éventuel. Voilà, c'est tout pour moi et je vais maintenant donner la parole à Yann qui va continuer à aborder certaines décisions de l'autorité pour vous. Dankjewel, Pierre. En dan hoop ik dat de volgende slides nog verschijnen. Dus de eerste beslissing gaat over het IAB, het Internet Advertising Bureau. Een beslissing die misschien al wel een aantal onder jullie hebben gehoord. Het heeft heel wat stof doen opwaaien. Waar moet iedereen die beslissing situeren? Wel, die heeft betrekking op wat men het OpenRTB-ecosysteem noemt. OpenRTB, dat staat voor Open Real-Time Bidding en dat heeft eigenlijk te maken met gepersonaliseerde advertenties. Als u op een website gaat en u ziet bepaalde advertenties die worden getoond, weet dat daar heel veel spelers achter zitten, een heel ecosysteem, op basis waarvan dat de uitgever van de website u een bepaalde advertentie laat tonen. En het is eigenlijk omdat daar zoveel spelers bij betrokken zijn, heel veel adverteerders, heel veel uitgevers, de publishers, dat er eigenlijk een probleem was rond de nakoming van de verplichtingen onder de GDPR. En het is daar eigenlijk dat IAB Europe op het toneel eigenlijk is verschenen om voor het probleem van de accountability van de verschillende spelers in dat ecosysteem en om de transparantie te verhogen, dat zij een aantal gestandaardiseerde regels zijn gaan uitvaardigen. Om ervoor te zorgen dat de toestemming die ik geef op een bepaalde website om cookies te plaatsen en van bepaalde adverteerders reclame te ontvangen, dat die door het hele ecosysteem heen eigenlijk geldig blijft en dat mijn keuzes worden gerespecteerd. En daarvoor heeft het IAB het zogenaamde Transparency Consent Framework uitgewerkt. Dat is een lijst van documenten waarin eigenlijk staat hoe dat een cookiescherm eruit moet zien, welke informatie dat daarin moet staan, enzovoort. En dus als een organisatie zich aansluit bij het IAB, dan moet zij die regels respecteren.
Dat om dus de conformiteit en de coherentie te kunnen garanderen. Technisch gezien is dat een zeer complex ecosysteem. Wat u vooral moet onthouden is dat men gebruik maakt daarbij van een zogenaamde TC-string. En dat is eigenlijk technische informatie die wordt opgeslagen over de keuzes die ik heb gemaakt, de toestemmingen die ik heb gegeven, de bezwaren die ik heb gemaakt, van welke ontvangers dat ik reclame wil ontvangen en welke niet, dat wordt onthouden. Dit zijn misschien een aantal schermen die u wel eens heeft gezien. Het is maar om u een idee te geven. De invulling van die schermen die wordt dan eigenlijk die wordt gelijkgesteld bij de verschillende publishers heen. Dus zij kunnen wel kiezen de layout, maar de inhoud daarvan, hoe dat de doellijnen zijn omschreven enzovoort, dat moet eigenlijk op de manier gebeuren dat IAB heeft voorgeschreven. En u ziet ook dat men voor bepaalde ontvangers, in dit voorbeeld, aangeeft: het gaat hier over partners die niet deelnemen aan het IAB-framework of voor bepaalde partners dat men wel daaraan deelneemt. De beslissing dateert al van begin februari. Die was ingesteld geweest door Johnny Ryan en een aantal andere privacy-activisten. En men heeft zich gericht tegen het IAB Europe. Waarom heeft men gericht tegen IAB Europe? Omdat dat eigenlijk een soort strategische keuze is vooral geweest. Dat als men ervoor kon zorgen dat dat TCF-framework in strijd werd bevonden met de GDPR, om het kort te stellen, dat natuurlijk iedereen die daarop verder bouwde om verwerkingen te doen en om persoonsgegevens te gebruiken, dat natuurlijk die ook allemaal met een probleem zouden zitten en dat het hele ecosysteem eigenlijk op zeer losse schroeven zou komen te staan. Zij zijn de enigste partij waartegen een klacht is ingediend, dus publishers, degene die cookies gaan gebruiken, adverteerders, CMP's, dat zijn de zogenaamde consent management platforms, die beheren de toestemmingen voor een website die worden verzameld van gebruikers. Die waren allemaal niet betrokken, maar, zo op de volgende slide zien, die zijn wel geïmpacteerd door de beslissing die de Geschillenkamer heeft genomen. Nog één belangrijk punt om deze beslissing te kaderen is dat er enkel een klacht eigenlijk is ingediend tegen de verwerkingen binnen dat TCF-framework. Alle verwerkingen die gebeuren nadat de gegevens zijn verzameld en door worden gegeven aan alle verschillende actoren in het ecosysteem, daar spreekt de Geschillenkamer zich uitdrukkelijk niet over uit, omdat daar ook niet het voorwerp was van de klacht van de betrokken partij. Ik sprak jullie over de TC-string. Dat is eigenlijk het sleutelbegrip in heel de beslissing, want daarover zegt de Geschillenkamer wel, die TC-string, dat zijn persoonsgegevens. Verwonderlijk daarbij is dat ze eigenlijk in eerste instantie zeggen, het zijn er geen. Omdat er enkel technische informatie wordt verzameld in die TC-string over, zoals ik zei, de bezwaren, de voorkeuren enzovoort van een gebruiker. Maar het is dat die TC-string gecombineerd wordt met een cookie, die wordt geplaatst op mijn computer. En omdat men een cookie installeert, gaat men natuurlijk een IP-adres onder andere verwerken. En het is in combinatie van die gegevens dat men gaat stellen van kijk, die cookie dat is een persoonsgegeven, of het IP-adres beter gezegd is een persoonsgegeven, die wordt gecombineerd met die TC-string en daardoor wordt de gegevens in die TC-string worden dat ook persoonsgegevens. Belangrijk om te onthouden is dat al die persoonsgegevens niet bij het IAB worden opgeslagen. Het IAB voorziet enkel de technische functionaliteit zeg maar, van die TC-string, maar het zijn de deelnemende partijen die de persoonsgegevens van hun gebruikers gaan bewaren en aan elkaar gaan doorgeven. Desalniettemin, omdat die TC-string een persoonsgegeven is, beslist men ook om natuurlijk te zeggen van kijk, die TC-string die wordt verwerkt door het IAB. IAB, u bent een controller. U geeft zich ook uit als de managing organization van dit hele ecosysteem en u faciliteert binnen dat ecosysteem voor derde partijen dat er verdere verwerkingen kunnen gebeuren met persoonsgegevens die zij gaan verzamelen. Bovendien bepaalt u ook in die documenten de doeleinden waarvoor dat die persoonsgegevens voor
gepersonaliseerde advertenties kunnen worden gebruikt. U stelt daar heel duidelijke regels voor. U stelt ook hoe dat die doeleinden moeten worden omschreven en hoe dat betrokken partijen of hoe dat betrokkenen daarover moeten worden geïnformeerd, welke rechtsgronden dat men kan gebruiken en welke niet. En u geeft ook daarvoor de essential means, de belangrijke middelen, die bepaalt u ook. Namelijk, dat zijn alle regels die u opstelt voor de deelnemende partijen. Om die reden zegt men, IAB, u bent een controller. Maar, zegt men, ook die andere partijen, en daar spreekt men zich eigenlijk redelijk kort over uit, het consent management platform, een publisher die deelneemt aan het framework en ook alle andere adtech vendors, dus het zijn alle andere partijen die deelnemen in dat hele raamwerk. Daarvan zegt men, kijk, daarmee is er een joint controllership. Wat dat de juiste contouren zijn van dat joint controllership, is dat iedere publisher met IAB afzonderlijk, is dat één groot joint controllership. Daarover is de beslissing eigenlijk niet heel helder. En dat stelt dus ook veel vraagtekens voor die CMP's, voor die publishers en al die andere spelers, omdat die natuurlijk geen betrokken partij waren in dit geschil, dus ook geen verweer hebben kunnen voeren, geen argumenten kunnen indienen over hun rol, maar die zich wel door deze beslissing een bepaalde hoedanigheid opgelegd krijgen, die, zoals jullie weten, verplichtingen met zich meebrengen. Een joint controllership impliceert ook een joint liability en impliceert ook dat er afspraken moeten worden gemaakt onder de verschillende partijen. Welke inbreuken worden er door de geschillenkamer nu verweten aan het IAB? Wel, in de eerste instantie is het gebrek aan een rechtsgrond een groot probleem, zegt men. Consent is hier natuurlijk niet verkregen, want er is geen rechtstreeks contact geweest met de betrokkenen. En ook op basis van gerechtvaardigd belang kan je die gegevens via die TC-string niet gaan verwerken, zegt men, omdat het niet kadert binnen de redelijke verwachtingen van de betrokkenen. Bovendien, zegt men, moet u ook in uw beleidsregels naar de deelnemende partijen, is het ook belangrijk om te noteren dat gerechtvaardigd belang ook door die deelnemende partijen niet kan worden gebruikt om die gegevens nog verder te gaan verwerken. Een derde punt van kritiek is dat dit hele ecosysteem bijzonder intransparant is. Een betrokkene weet niet aan hoeveel partijen dat het wordt doorgegeven, of hij kan er soms wel kennis van nemen, maar dat is zo'n onmetelijke hoeveelheid ontvangers die soms op één website staan geregistreerd. En daardoor stelt men ook van, kijk, als je toestemming zou vragen, dan lijkt dat zelfs onmogelijk voor een geschillenkamer, omdat je op basis van het hoog aantal ontvangers eigenlijk niet op een geïnformeerde wijze toestemming kan geven. Een vierde punt van kritiek is dat er te weinig technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt doorgegeven in het systeem, of dat die niet verandert en of dat dus alle deelnemers aan het systeem zich natuurlijk houden aan de regels die het IAB heeft uitgeschreven. Tot slot, een aantal logische inbreuken, eigenlijk logisch, omdat het IAB zag zich natuurlijk niet als controller, heeft dus ook tot nu toe nooit een register opgesteld, geen impact assessment uitgevoerd en ook geen DPO aangesteld. En ook op die 3 punten wordt men een inbreuk dan verweten. De sancties die de geschillenkamer daarbij oplegt, die zijn bijzonder. In de eerste plaats kan men zich natuurlijk de vraag stellen van goed, als dat allemaal onrechtmatig verkregen is, want er was geen rechtsgrond, moeten die gegevens dan niet worden verwijderd? Het antwoord daarop is misschien wel ja, maar zoals ik zei, IAB heeft die gegevens niet in haar bezit, heeft geen toegang tot die gegevens en kan daar ook geen toegang tot krijgen. Zij kan die dan ook niet gaan verwijderen. En daar is dan een zeer bijzondere passage eigenlijk in die beslissing, waarbij dat de geschillenkamer laat uitschijnen dat publishers en andere actoren die die gegevens zouden verwerken en ze zouden die hebben verzameld in strijd met de GDPR, dat zij eigenlijk zouden moeten overgaan tot een wissing van die gegevens. Wat wordt er dan wel opgelegd aan het IAB? Wel, zij krijgen het bevel om hun verwerking in overeenstemming te brengen met de GDPR. En meer concreet stelt de geschillenkamer, IAB, jullie moeten een actieplan opstellen. Je hebt daarvoor 2 maanden de tijd. Dat is tot 2 april dat men daarvoor de tijd heeft. En dan gaat de gegevensbeschermingsautoriteit zich daarover buigen. En als ze dat plan valideren,
dan heeft het IAB 6 maanden de tijd om dat plan te gaan implementeren en dus alle aanpassingen te doen, zodat ook de deelnemende partijen in overeenstemming met de GDPR handelen. Bijzonder of uniek, het is de eerste keer dat de Geschillenkamer dat eigenlijk heeft gedaan. Enerzijds zo'n plan opleggen en anderzijds ook dat daar dwangsommen zijn aan gekoppeld. Dat had men daarvoor nog nooit gedaan. En tot slot, er werd ook een boete van €250.000 opgelegd. Wat is toch een aantal takeaways voor deze beslissing? Is ten eerste belangrijk om te noteren dat het IAB ondertussen beroep heeft aangetekend. Dat het beroep niet enkel de grond van deze zaak betreft, maar dat zij ook hebben gevraagd om de gevolgen tijdens de beroepsprocedure op te schorten, omdat, zoals u misschien wel weet, een beslissing van de gegevensbeschermingsautoriteit moet in principe onmiddellijk worden uitgevoerd en het feit dat men beroep aantekent, zorgt er niet voor dat die beslissing wordt opgeschort. Natuurlijk, omdat dat actieplan moet worden uitgewerkt en omdat er zoveel deelnemende partijen zijn geïmpacteerd daardoor, heeft dat een aantal risico's en creëert dat ook een hele grote rechtsonzekerheid voor die deelnemende partijen. Omdat zij niet goed weten, wat moeten zij hier nu mee doen? Zeker omdat er een periode is toegekend geweest aan het IAB, stelt zich de vraag, hebben zij een soort van grace period, waarin dat zij mogen afwachten wat dat actieplan gaat zijn en totdat dat is geïmplementeerd, mag men verder doen met hoe men vandaag de dag werkt? Of moet men toch al acties gaan ondernemen, omdat de Geschillenkamer blijkbaar toch al heeft moeten uitschijnen dat een aantal zaken niet in orde zouden zijn met de GDPR? Blijft een groot vraagteken. Daarnaast, procedureel gezien, is het ook een vraagteken van hoe dat actieplan gaat beoordeeld worden. Wie in de gegevensbeschermingsautoriteit dat precies gaat moeten doen. Is dat de Geschillenkamer of is dat de inspectiedienst? Op een podcast hebben een aantal leden van de Geschillenkamer aangegeven dat men daar eigenlijk zelf nog niet zo uit was. En dan natuurlijk een beetje de kernvraag, wat als zij dat plan niet valideren? En die kans is zeker niet onbestaande. Valt dan heel dat TCF-framework in duigen en wil dat zeggen dat al die deelnemende organisaties niet meer op dezelfde manier aan gepersonaliseerde advertenties gaan kunnen doen. To be continued is denk ik hier zeker op zijn plaats. Het is afwachten hoe dat beroep zal verlopen en wat dat de verdere beslissingen van de Geschillenkamer gaan zijn op dit vlak. Nog een andere beslissing die toch wel nuttig is om te vermelden, en zeker omwille van de soepele houding die de gegevensbeschermingsautoriteit en beter gezegd de Geschillenkamer daarin heeft opgenomen. Het voorval is redelijk banaal, namelijk het toesturen van ongevraagde e-mails, direct marketing mails aan een professioneel e-mailadres en ook contactopnamen met die persoon via de gsm. Die betrokkenen stelt een verzoek tot inzage in en die stelt nadien ook een klacht in bij de gegevensbeschermingsautoriteit, omdat hij meent dat er geen rechtsgrond was om zijn gegevens te verwerken en omdat de transparantieverplichting ook niet zou zijn nageleefd. De Geschillenkamer die zegt daar enigszins verwonderlijk op van kijk, toestemming is hier niet nodig geweest om die gegevens te verwerken. De GDPR geeft zeer duidelijk aan dat voor direct marketingdoeleinden de rechtsgrond gerechtvaardigd belang is. En dus uw e-mailadres dat stond online, dat kon gebruikt worden dan ook door andere bedrijven. U mocht redelijkerwijs verwachten dat u gecontacteerd dan ook ging worden op dat e-mailadres. En wat betreft dat telefoonnummer, dat was blijkbaar verkregen via een derde partij. Maar wij hebben in deze zaak eigenlijk te weinig feiten om te kunnen beoordelen of dat dit ongeldig was. En dus is er geen inbreuk op artikel 6. Wat toch wel verwonderlijk is, dat men hier niet heeft gekeken naar de regelgeving rond het toesturen van elektronische post, waarvoor in principe wel toestemming altijd nodig is. Die regels komen hier niet ter sprake en het lijkt dan ook dat die beslissing op dat punt toch niet correct is. Daarnaast, en dan heb ik te snel gegaan, stelt men ook op het vlak van de inzage en de transparantie moet een verwerkingsverantwoordelijke de informatie over een bron geven en ook de alle beschikbare informatie die daarbij hoort. Dus het is niet voldoende, zegt de Geschillenkamer, om enkel de naam te geven van die bron. U moet ook aangeven hoe dat u die gegevens bij die bron heeft verkregen en ook
aangeven wat het rechtsgrond is geweest van die derde partij om u die gegevens te bezorgen. Daarnaast, en daar is men toch wel soepeler in, zegt men van kijk, een antwoord in het Engels volstaat bij deze betrokkenen. Het was een professioneel en in de bedrijfswereld is het Engels een aanvaardbare taal. Dus het feit dat hij in het Engels een antwoord ontving op zijn verzoek tot inzage, is dan ook geen schending van de GDPR. Een derde punt waar dat de betrokkenen zijn beklag had over gemaakt, was dat de bewaartermijn unlimited, onbeperkt zou zijn geweest. Dat zo zou zijn opgenomen in de privacy policy. De geschillenkamer zegt van kijk, nee, dat is niet het geval. De privacy policy die gaf aan dat de gegevens gingen worden bewaard zolang dat het nodig was om de diensten te verlenen. En men zei er bovendien bij dat men een recht van bezwaar had tegen direct marketing doeleinden. Dat wil dus zeggen dat die betrokkenen zijn recht van bezwaar had kunnen uitoefenen en dat men dus die verwerking had kunnen stopzetten. Dat is toch een belangrijk punt, omdat we zeer vaak zien dat die verwoording van de gegevens worden bewaard zolang dat wij deze nodig hebben voor de diensten, toch zeer vaak worden gebruikt bij bedrijven en dat daar discussie soms over bestaat, omdat het wel voldoende duidelijk is. Hier geeft de geschillenkamer aan dat dat blijkbaar het geval is. En wat betreft dat recht op bezwaar zegt men zeer duidelijk van kijk, dat moet onmiddellijk bij het eerste bericht worden vermeld. Dus ook op dit vlak heeft men een aantal inbreuken weerhouden aan de verwerkingsverantwoordelijke, maar men heeft het ook gehouden op een loutere berisping aan zijn adres. Verder heb ik nog een arrest van het Marktenhof voor u. Het gaat hier over een beroep tegen een beslissing in de voorafgaandelijke fase. Voorafgaandelijke fase, dat wil dus zeggen dat de betrokken partij eigenlijk niet heeft geconcludeerd daarover, maar dat de geschillenkamer voldoende elementen vond om zeer snel tot een beslissing over te gaan. In deze zaak ging het over een gemeenteraadslid dat op zijn Facebookpagina een aantal politieke items naar voren brengt die in de gemeente spelen. In deze zaak ging het over de castratie van zwerfkatten, dat voor la petite histoire. En hij gaf daar ook aan van, kijk, dit zijn de ideeën die de gemeente heeft daar rond. En als u daarover opmerkingen heeft, vragen heeft of andere ideeën, dan kan u deze persoon van de gemeente daarover contacteren. En hij zette daarbij het e-mailadres en het gsm-nummer of het telefoonadres van die persoon. De gemeente die diende daartegen een klacht in. Niet alleen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, maar ook bij de procureur des Konings. En men gaf aan, en de geschillenkamer die besliste daarom om toch maar te seponeren, maar ook wel een waarschuwing op te leggen, omdat er mogelijk een inbreuk had geweest. Ondertussen waren die gegevens ook terug verwijderd geweest. De persoon die die gegevens online heeft, die gaat daartegen in beroep. Wat zegt het Marktenhof daarbij? Het Marktenhof zegt ten eerste van kijk, het beroep tegen de gemeente dat is onontvankelijk, want in een beroepsfase moet er geen beroep worden ingesteld tegen andere partijen, enkel tegen de geschillenkamer en tegen de beslissing die is geveld geweest. Ten tweede zegt men van kijk, die gemeente die had wel een belang om die klacht in te dienen. Wat toch wel bijzonder was, want het was niet de natuurlijke persoon zelf van wie de gegevens online werden gezet. Maar, zegt het Marktenhof, kijk, de gemeente die trad eigenlijk op als werkgever van het gemeenteraadslid en had daarbij voldoende belang om die klacht in te dienen bij de geschillenkamer. En ten derde zegt het Marktenhof, en daar fronst zij haar wenkbrauwen eigenlijk bij, u geeft enerzijds, seponeert u de beslissing, maar anderzijds geeft u toch ook een waarschuwing. Dat lijkt ons contradictorisch en bovendien, als u een waarschuwing wil opleggen, dan schrijft de GBA-wet zeer duidelijk voor dat u bepaalde informatie eerst nog moet vermelden en doorgeven aan de betrokken partij. Dat was in dit geval niet gebeurd geweest en dus zegt men, dit moeten wij opnieuw die beslissing van de GBA vernietigen. Wat niet de eerste keer is, de meeste beslissingen worden nog altijd vernietigd door het Marktenhof. Ik zie dat we bijna over tijd gaan, maar ik wil u toch nog kort even wat highlights meegeven over de nieuwe richtlijnen met betrekking tot verzoek tot inzage van betrokkenen. Omdat toch heel veel entiteiten daarmee worden geconfronteerd. Verzoek tot inzage heeft betrekking op artikel 15, zoals de meesten onder u weten. En het doel van een verzoek tot inzage is voornamelijk, of van het recht, is om een betrokken in staat te stellen te kunnen verifiëren of dat een verwerking
in overeenstemming met de GDPR gebeurt. En anderzijds ook daarna om eventueel andere rechten te gaan uitoefenen. Een recht op wissing, een recht op correctie enzovoort. 3 componenten zijn daarbij eigenlijk belangrijk voor dat recht. Enerzijds bevestiging krijgen dat gegevens over jezelf worden verwerkt, toegang krijgen tot die gegevens en ook een kopie kunnen krijgen van die gegevens. Dat recht is redelijk onvoorwaardelijk. Ja, ik kom op het einde nog wel op een aantal uitzonderingen terug, maar in principe moet een controller eigenlijk enkel vragen welke informatie moet ik aan die betrokkenen verschaffen en niet waarom of moet ik wel gegevens aan die betrokkenen verschaffen, want de redenen die hij heeft om die gegevens op te vragen, die is irrelevant voor een verzoek tot inzage te beoordelen. Goed, de eerste fase is natuurlijk die verzoeken ontvangen. Daar zegt de EDPB, u mag daar zeker een specifiek kanaal voor aanwijzen, bijvoorbeeld een specifiek e-mailadres, maar u kan de betrokkenen niet verplichten om via dat adres zijn verzoeken tot inzage in te dienen. Dus ook als die via een ander adres zouden binnenkomen, dan heeft u dat verzoek ontvangen en dan begint de termijn om te reageren te lopen. Natuurlijk, in alle redelijkheid moet dat worden beoordeeld, zegt men, van kijk, als het niet logisch is en dat het voor een betrokkenen redelijkerwijs te verwachten is dat hij zich richt tot een persoon die daar totaal niet op kan reageren, dan is dit geen geldig verzoek tot inzage. Bijvoorbeeld als men zich zou richten tot Altius, als men zich richt tot privacy@altius.com, is het logischerwijs dat men kan verwachten dat daar een verzoek tot inzage kan worden ingediend. Richt men het tot de cleaningstaf van Altius, die gaan minder snel daarop op een correcte manier kunnen reageren. Dus als men daar zijn verzoek zou indienen via dat e-mailadres, dan moet daar niet op worden gereageerd. Punt dat zeer vaak ter discussie staat, is de kwestie van de identity checks. Moet ik de identiteit verifiëren van een betrokkenen en in welke mate mag ik dat doen? Mag ik daarbij een kopie van de identiteitskaart vragen? Wel, de regel is in eerste instantie, vraag niet meer gegevens op dan u nodig heeft om de identiteit te verifiëren. En vraag ook enkel die gegevens op als er twijfel bestaat over de identiteit van die persoon. Als u dus bijvoorbeeld een eigen online omgeving heeft waar een persoon op moet inloggen met een username en met een wachtwoord, dan moet u nadien in principe niet meer gaan vragen voor een kopie van het ID, omdat er voldoende zekerheid is dat die persoon is wie hij aangeeft te zijn. Wat dan met het aanvragen van of met het opvragen van een kopie van de identiteitskaart, daar zegt de EDPB bij van kijk, dat kan enkel als dat strikt noodzakelijk is. En dit is in principe niet de meest geschikte weg om iemand te identificeren. Ten eerste staan er zeer veel gegevens op die niet nodig zijn om een identiteit te checken. Als u het toch zou opvragen, geef dan zeer duidelijk aan welke gegevens dat er op die identiteitskaart moeten staan en welke niet. En vraag aan de betrokkenen om die zwart te maken of te doorkrabben. Als ze dat niet hebben gedaan, zorg dan bij ontvangst dat u het eigenlijk zelf gaat doen. En zegt de EDPB ook van kijk, zodra u die ID-check heeft gedaan, verwijder dan ook die gegevens die u heeft ontvangen daarvoor. En natuurlijk voor accountability te kunnen garanderen, zorg ervoor dat u gewoon een soort van checkbox heeft staan en dat u registreert van kijk, ik heb de ID gecheckt en die was in orde. Welke gegevens moet u bezorgen? Wel, het zijn de persoonsgegevens natuurlijk die betrekking hebben op die betrokkenen. Dat is in de eerste plaats de gegevens die hij zelf heeft verstrekt, die u van hem heeft verzameld, rechtstreeks of onrechtstreeks, maar ook alle derived en inferred data, zoals men dat zo mooi uitdrukt, dus alle gegevens die u heeft afgeleid van die betrokkenen. Dan denken we in de eerste plaats aan bijvoorbeeld klik- en surfgedrag, op basis waarvan dat u een betrokkenen in bepaalde categorieën, bepaalde interessegebieden zou hebben ingediend. Ook die informatie moet u aan de betrokkenen geven als hij daarom vraagt. Wat moet u niet geven? Dat is algemene informatie over uzelf als controller, informatie over uw businessmodel, over uw veiligheidsmaatregelen, over andere personen. Dat zijn allemaal informatie die u niet moet geven als men zijn recht onder artikel 15 uitoefent. Backup data moet
wel worden meegedeeld, zegt men, maar enkel in die mate dat daar een verschil zou zitten tussen wat er in het backup systeem zit en wat er in het live systeem zou zitten. En in de mate dat dat technisch natuurlijk mogelijk is. Bij een nieuw verzoek moet je in principe altijd alle data opnieuw gaan verstrekken. Dus niet enkel de wijzigingen. Als u 1 maart een verzoek heeft ingediend, u dient een tweede verzoek in, of u ontvangt beter gezegd misschien een tweede verzoek van dezelfde betrokkenen 1 april, dan moet u opnieuw alle gegevens gaan verstrekken die hij vraagt en niet enkel zeggen van kijk, sinds het verzoek van 1 maart zijn enkel die en die elementen veranderd. U moet het ook specifiek toespitsen op de situatie van de betrokkenen. Dat wil zeggen dat u niet enkel moet aangeven wat de categorieën van de ontvangers zijn, maar dat u ook zeer specifiek moet vermelden wie dat die ontvangers zijn geweest. Ook al is dat niet zo strikt bepaald in de GDPR, de EDPB stelt wel dat dat het geval is, wat niet zo heel verwonderlijk is, omdat men dit standpunt ook al heeft ingenomen als het gaat op het vlak van artikel 13, het verstrekken van informatie aan de betrokkenen. Het is ook, zegt men, over bewaartermijnen onvoldoende als je gewoon zegt van kijk, de gegevens worden bewaard zolang of overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen. Dus dat is toch wel een punt om op te letten, omdat dat vaak wordt opgenomen in een privacy policy. Hoe moet u die gegevens tot slot ter beschikking stellen? Wel, u moet daarvoor de geschikte middelen gebruiken en dat kan van geval tot geval afhangen. In eerste instantie moet u vermijden dat de betrokkenen zich tot verschillende bronnen moet richten, dus dat men eigenlijk maar naar 1 kanaal moet gaan om de gegevens op te vragen. En anderzijds moet je natuurlijk kijken van wie is de categorie van betrokkenen die een verzoek tot inzage bij mij indient. Als dat kinderen zijn, als dat ouderen zijn, dan moeten daar misschien een aantal extra maatregelen worden genomen, zodat die personen hun recht op inzage gefaciliteerd wordt. In de eerste plaats moet het een kopie worden bezorgd en dat wordt best elektronisch bezorgd, maar, zegt de EDPB, er kunnen ook via andere modaliteiten kan het worden ter beschikking gesteld die niet permanent zijn. Dus dat kan mondeling worden meegedeeld, eventueel een remote access, of, dat is ook wel zeer handig voor betrokkenen zelf, om met een eigen tool eigenlijk, waar dat de personen zelf de informatie kunnen gaan ophalen uit het systeem, zonder dat zij een afzonderlijke vraag moeten stellen aan de controller. Die gegevens die moeten op een begrijpelijke, transparante en beknopte manier worden bezorgd. En daar komt de EDPB eigenlijk terug, of stelt men opnieuw voor van kijk, als het zeer veel informatie is, zorg dan misschien dat u dat op een gelaagde manier doet, de zogenaamde layered approach, waarbij dat u de belangrijkste informatie in een eerste laag samenvat. En zorg er ook voor dat die betrokkenen begrijpt wat u hem bezorgt. Dus het kan nodig zijn om extra informatie te geven, zeker als u hem gewoon ruwe data, bijvoorbeeld logingegevens zou geven, wanneer dat hij toegang zou hebben gekregen tot een bepaalde website of een bepaalde afdeling, dat u uitlegt wat dat die gegevens precies zijn. En u moet die gegevens natuurlijk op zo kort mogelijke termijn bezorgen aan de betrokkenen. Dat wil eigenlijk zeggen zo snel mogelijk. En de maximumtermijn daarvoor, voorzien in de GDPR, is 1 maand. Die eventueel kan verlengd worden met 2 maanden als het over een complex verzoek zou gaan. Vertrekpunt van die termijn van 30 dagen is het moment dat dat verzoek binnen is gekomen via een officieel kanaal, dus een e-mailadres of een telefoonnummer, waarop dat er kan gereageerd worden door de controller. Of dat men effectief kennis heeft genomen van die mail, is niet relevant, zegt men daarbij. En als je toch een verificatie van de identiteit moet doen, wel, dan mag u de periode opschorten zolang dat die check duurt. Maar er mag natuurlijk niet onredelijk in zijn om artificieel de antwoordtermijn te gaan rekken. Wat zijn uitzonderingen en beperkingen aan het recht op inzage tot slot? Wel, er zijn een aantal wettelijke beperkingen voorzien als het zou gaan over wetenschappelijke doeleinden, archiveringsdoeleinden, als het nationaal recht specifieke situaties zou hebben beperkt natuurlijk. 2 zijn de moeite om te vermelden, denk ik. Enerzijds, kijk, als het gaat over het verstrekken van een kopie,
dan moet dat niet worden verstrekt wanneer het afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen. Die anderen, dat zijn ook de controllers zelf of de verwerkers, maar dat kunnen ook andere derden zijn. En dan denken we natuurlijk in de eerste plaats aan inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, aan beroepsgeheim, aan handelsgeheimen die in het gedrang zouden komen. Natuurlijk, ook daar moet men een redelijke positie innemen. Als men bepaalde informatie wel kan verstrekken door gegevens van die derde partijen zwart te maken en te anonimiseren, dan moet men dat doen, zodat men de gegevens van de betrokkenen zelf wel nog aan hem kan bezorgen. Tot slot is er ook een uitzondering wanneer dat het een fundamenteel of een manifest ongegrond verzoek zou zijn en wanneer die excessief zou zijn. Hoe dat moet worden ingevuld is eigenlijk ad hoc, zegt de EDPB. Er moet kijken naar hoe snel verandert de gegevens. Wanneer u een verzoek indient bij Facebook, daar zal u veel sneller een nieuw verzoek indienen dan bijvoorbeeld een verzoek tot inzage bij uw plaatselijke bakker. Dus als u dezelfde frequentie zou hanteren waarbij dat u verzoeken indient bij Facebook als bij die bakker, dan gaat die bakker veel sneller kunnen zeggen van kijk, dit is een beetje excessief voor mij, want de gegevens die ik ontvang, dat is iets totaal anders. Daar veranderen die gegevens natuurlijk veel minder snel dan bij een sociaal media platform waar dagdagelijks uw gegevens kunnen wijzigen. Daarnaast moet er ook worden gekeken naar de gevoeligheid van die gegevens. Als die gevoeliger zijn, is het redelijkerwijs te verantwoorden dat er sneller opnieuw een verzoek tot inzage wordt gedaan. Als we met een excessief of een fundamenteel ongegrond verzoek zitten, dan mag men ofwel weigeren, ofwel kan men daarvoor een servicekost vragen. Daarmee ben ik eigenlijk ten einde bijna van onze presentatie. Heel snel kan ik u nog meegeven dat de zaak rond het None of Your Business, de zaak van Max Schrems, ook gevolgen heeft in Frankrijk, waar dat de KNIL een ingebrekenstelling heeft toegestuurd aan Google in verband met het gebruik van Google Analytics. In Italië werd Clearview, een Amerikaanse vennootschap die gezichtsherkenningssoftware gebruikt, die ook in België wordt gebruikt en die ook in België ter discussie staat, hebben die een zeer zware boete opgelegd gekregen van 20 miljoen euro, onder andere wegens een gebrek aan rechtsgrond, aan transparantie, aan onvoldoende duidelijke antwoorden aan betrokkenen die een inzage vroegen. En in Nederland, en dan koppel ik eigenlijk, of dan heb ik nog een brug met het vorige onderwerp, is DPG Media gesanctioneerd geweest door de autoriteit persoonsgegevens, omdat zij bij een verzoek tot inzage steeds de kopie opvroegen van de betrokkenen om hun identiteit te verifiëren. Het ging dan over betrokkenen die eigenlijk buiten de DPG-omgeving, dus niet via de eigen account, een verzoek indienen, bijvoorbeeld via e-mail. De autoriteit persoonsgegevens die zei dat het een disproportionele manier van werken was en dat er ook onvoldoende maatregelen waren genomen om het veiligheidsrisico dat het meedelen van een identiteitskaart met zich meebrengt, om dat in te perken. En daarom legde men een toch wel behoorlijk strenge sanctie op, omdat er maar 5 of 6 klachten waren binnengekomen, een boete van 525.000 euro. Daarmee zijn we volledig aan het einde gekomen van deze sessie. Onze excuses om iets over tijd te zijn gegaan, maar er was zeer veel gebeurd in GDPR-land de afgelopen weken en maanden. We hopen dat het interessant was. Als u vragen heeft, dan mag u die nog altijd stellen in de Q&A. En anders kan u ons natuurlijk achteraf nog altijd contacteren. Een heel fijne middag. Tot ziens.